Accélération. Chapitre 6. À l'époque où j'habitais à La Jolla en Californie, je m'amusais régulièrement à tester mon endurance et ma volonté en parcourant à vélo les 3 kilomètres qui montaient jusqu'au mont Soledad. Difficile de s'infliger volontairement quelque chose de plus douloureux que l'ascension ininterrompue d'une pente bien raide. Il arrive un moment où l'on atteint sa limite, où l'on se retrouve nez à nez avec son véritable caractère. Soudain, toutes les idées que vous aviez de vous-même sont mises à bas et vous vous retrouvez confronté à votre propre réalité. L'esprit se met à inventer toutes sortes d'alibis pratiques pour justifier pourquoi il serait acceptable de vous arrêter. C'est à ce moment-là que vous vous mesurez à l'une des plus grandes questions existentielles qui soient. Est-ce que vous persévérez malgré la douleur ou est-ce que vous craquez comme une noix et abandonnez ? Lance Armstrong a fait la couverture de Success en juin 2009. Je me souviens du jour où Lance a remporté le Tour de France pour la première fois. C'était les étapes de montagne. Les autres coureurs ne prêtaient guère attention à Lance, qui n'avait jamais été connu pour être un très bon grimpeur. À la 3e ascension, dans la brume et sous des pluies glaciales suivies de grêle, Lance se détache de ses équipiers. Seul, il part se mesurer au meilleur grimpeur de la planète. C'est la toute dernière côte, le 29e kilomètre de l'étape de Sestriere, après 5h30 d'ascension, et tous les coureurs sont exténués. Chacun d'entre eux doit puiser au plus profond de lui l'endurance et la détermination nécessaires à une telle épreuve. Chacun doit tester sa capacité à survivre à de telles difficultés et trouver la force de continuer. Qui craquera? Qui ne craquera pas? À 8 km de la ligne d'arrivée, Lance est à 32 secondes de la tête du peloton. Autant dire une éternité quand on gravit une montagne perchée sur un vélo. Au détour d'un virage, il se lève soudain de selle et fonce pour rattraper les deux meneurs, deux grimpeurs de renom. Presque littéralement à bout de force, il lance l'offensive et gagne plusieurs longueurs d'avance sur les premiers coureurs. Comme il le confiera plus tard dans son livre, il n'y a pas que le vélo dans la vie. Quand vous ouvrez une brèche et que vos concurrents ne répondent pas, c'est révélateur. Ils ne peuvent pas suivre. C'est à ce moment-là qu'il faut les dépasser. Totalement épuisé, luttant pour reprendre son souffle, les bras et les jambes couplés de fatigue, Lance continue pourtant à appuyer sur les pédales. Certains tentent de le rattraper, mais n'y parviennent pas. À l'arrivée, les bras levés en signe de victoire, c'est contre toute attente qu'il remporte l'épreuve et ainsi le Tour de France. Dans ce chapitre, j'aimerais vous parler de ces moments de vérité et vous expliquer comment l'effet cumulé peut vous propulser vers d'autres sphères de la réussite, plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Si vous êtes préparé, si vous avez pratiqué, étudié et régulièrement fourni les efforts nécessaires, vous serez vous aussi tôt ou tard confronté à votre propre moment de vérité. C'est à ce moment-là que vous saurez qui vous êtes et qui vous êtes en train de devenir. C'est à ce moment-là que votre croissance et votre amélioration se manifesteront. Soit vous irez de l'avant, soit vous ferez marche arrière. Soit vous grimperez tout en haut du podium pour décrocher la médaille, soit vous continuerez de faire contre mauvaise fortune bon cœur et d'applaudir les victoires des autres. Je vais également vous montrer comment renforcer votre succès en faisant toujours un peu plus que les autres. Les moments de vérité. Il arrive toujours un moment dans la course où un coureur rencontre son véritable adversaire et comprend que cet adversaire n'est autre que lui-même, écrit Lance dans son autobiographie. C'est dans mes pires moments à vélo que je suis le plus curieux et que je me demande à chaque fois comment je vais réagir. Vais-je me découvrir des faiblesses enfouies ou vais-je puiser au plus profond de mes forces ? Quand j'étais dans l'immobilier, je me retrouvais confronté à mes propres limites plusieurs fois par jour. Après avoir contacté des numéros de propriétaires qui n'étaient déjà plus en vente ou m'être fait rabrouer par mon dernier prospect, j'étais tenté d'invoquer toutes sortes d'excuses pour ne pas avoir à passer d'appels de vente et pouvoir retourner tranquillement au bureau. Quand je faisais le tour d'un quartier, par exemple, les chiens me montraient les crocs ou je me prenais une averse. J'appelais à l'heure où les gens étaient chez eux entre 17h et 21h et me faisais souvent raccrocher au nez pour avoir interrompu leur dîner ou leur émission de télévision préférée. J'aurais très bien pu faire une pause pour aller aux toilettes ou me chercher un verre d'eau,
Mais au lieu d'abandonner, dès que je me retrouvais confronté à ces barrières mentales et émotionnelles, je me disais que mes concurrents devaient relever les mêmes défis. Je savais qu'en persistant, je gagnerais de l'avance sur eux. Ce sont là les moments déterminants du succès et du progrès. Ce n'est pas difficile ou douloureux tant que l'on reste avec le troupeau, tant que l'on garde la même allure sans tenter de le dépasser. Le plus important n'est pas d'atteindre ses limites, mais de savoir passer outre. Lou Holtz, le célèbre entraîneur de football américain, savait bien qu'une victoire est due à ce que l'on fait en plus. Un jour, lors d'un match, son équipe se faisait battre 42-0 à la mi-temps. Pendant la pause, Lou a passé à ses joueurs un enregistrement montrant des efforts désespérés de blocage, de tacle et de récupération de balles. Il leur a ensuite expliqué qu'il ne les avait pas recrutés dans son équipe pour leur capacité à donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque match, car c'est ce que fait n'importe quel joueur de n'importe quelle équipe. Il les avait recrutés au sein de son équipe à lui pour leur capacité à fournir ce petit effort supplémentaire à chaque match. C'est ce petit effort en plus, après avoir donné le meilleur de vous-même, qui fait la différence. À son retour sur le terrain, l'équipe de Lou a remporté le match. Voilà, c'est comme cela que l'on gagne. Mohamed Ali était l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Non seulement pour sa vitesse et son agilité, mais aussi pour son esprit stratégique. Le 30 octobre 1974, Ali reconquiert son titre de champion du monde des poids lourds contre George Foreman dans l'un des retournements de situation les plus marquants de l'histoire de la boxe, au cours de ce qui sera baptisé le Rumble in the Jungle. Quasiment personne, pas même son supporter de longue date, Howard Cosell, ne pense qu'Ali a la moindre chance de gagner. Il s'est fait battre à la fois par Joe Frazier et par Ken Norton, deux boxeurs que George Foreman a mis KO dès le deuxième round. Ali réfléchit donc à une stratégie, il cherche le point faible du jeune champion qui a tendance à se fatiguer rapidement. Ali sait que, s'il parvient à forcer Foreman dans ses derniers retranchements, il pourra prendre l'avantage. Il recourt alors à la tactique du rope-a-dope. Il reste dans les cordes en se protégeant le visage, tandis que Foreman lui décoche des centaines de coups pendant 7 rounds. Arrivé au 8e round, Foreman est à bout de force, il a atteint ses limites. C'est alors qu'Ali terrasse Foreman au milieu du ring. Atteindre ses limites n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Pour sa deuxième tentative de victoire au Tour de France, Lance Armstrong est encore une fois obligé de s'attaquer à un terrain montagneux. C'est aussi lors d'une ascension glissante qu'il a chuté ce printemps-là, un jour de pluie, chute qui lui a valu une commotion cérébrale et une vertèbre cassée. Et voilà qu'il pleut encore. Pourtant, au lieu d'être inquiet ou hésitant, Lance se dit « C'est un temps idéal pour attaquer, parce que je sais qu'aucun des autres coureurs n'est à l'aise avec ce type de temps, et je pense que personne n'endure la souffrance mieux que moi. C'est donc un bon jour pour moi. » Lance ne s'y trompe pas, il remporte le Tour de France pour la deuxième fois. Quand tout va bien, que tout est facile, qu'il n'y a ni perturbation, ni interruption, ni tentation, que rien ne vient entraver votre chemin, c'est aussi le moment où tout le monde réussit. Ce n'est qu'en cas de difficulté, quand les problèmes et les tentations surviennent, que vous devez alors prouver votre véritable valeur. Comme le disait Jim Rohn, ne priez pas pour que les choses soient plus faciles, priez pour être meilleur que les autres. C'est lorsque vous atteignez vos limites en termes de discipline, de routine, de rythme et de régularité, et que vous réussissez à franchir ces limites, que vous faites place à un nouveau vous, plus puissant, plus triomphant, plus victorieux. Multipliez vos résultats. J'ai une excellente opportunité à vous proposer. Nous avons déjà vu comment de la discipline et des comportements simples, cumulés sur la durée, provoquent des résultats incroyablement efficaces. Mais imaginez que vous puissiez accélérer ce processus et multiplier ces résultats. Cela vous intéresserait-il ? Je vais vous montrer comment un tout petit effort supplémentaire peut multiplier vos résultats de manière exponentielle. Imaginez que vous suiviez un entraînement de musculation et que vous deviez répéter un certain mouvement 12 fois. Si vous faites 12 fois le mouvement, vous remplissez les attentes de votre programme, bravo. Continuez ainsi et vous finirez par voir qu'une telle discipline aura de merveilleux résultats cumulés sur vous.
Pourtant, si une fois arrivé à votre limite, à vos 12 répétitions, vous décidez de vous pousser un petit peu et d'en faire 3 ou 5 de plus, l'impact de ces 3 ou 5 répétitions sera multiplié d'autant. Vous ne vous contenterez pas d'ajouter quelques mouvements à votre entraînement, non. Ces mouvements répétés, une fois que vous aurez atteint votre limite, multiplieront vos résultats. Vous aurez réussi à franchir votre dernière limite. La vraie croissance commence après que vous avez atteint cette limite. Arnold Schwarzenegger a rendu célèbre une méthode de culturisme connue sous le nom de principe des mouvements trichés. Schwarzy était très à cheval sur la technique. Le principe en question consiste à dire qu'une fois le nombre maximum de mouvements atteint pour un muscle donné, modifier la position des poignets ou se pencher en arrière pour solliciter d'autres muscles et ainsi aider le mouvement, ce qui revient à tricher un peu, permet de réaliser 5 ou 6 répétitions supplémentaires et par conséquent d'améliorer les résultats de façon significative. Il est possible de faire la même chose en demandant à quelqu'un de vous aider à réaliser ces derniers mouvements que vous n'auriez pas pu faire tout seul. Si vous faites de la course à pied, vous savez exactement de quoi je parle. Vous atteignez le nombre de kilomètres que vous vous étiez fixé, vous sentez que ça brûle, vous avez atteint votre limite et pourtant vous décidez de tenir encore un petit peu. Ce petit peu, en plus, représente en réalité une expansion phénoménale de vos limites. Vous venez de multiplier les résultats de votre course. Repensez à l'exemple du penny magique dont je vous ai parlé au chapitre 1, celui dont la valeur double chaque jour, pour illustrer le pouvoir des petites actions cumulées. Si vous faisiez doubler la valeur de ce penny, ne serait-ce qu'une fois de plus par semaine, pendant cette même période de 31 jours, la valeur cumulée du penny passerait de 10 millions de dollars à 171 millions. Encore une fois, un tout petit effort supplémentaire multiplie les résultats. C'est un simple calcul mathématique. Vous considérez comme votre plus grand adversaire est l'une des meilleures façons de multiplier vos résultats. Allez bien au-delà de vos limites. Et pour des résultats encore plus exorbitants, allez au-delà de ce que les autres attendent de vous. Faites-en encore plus que ce qu'ils considèrent comme suffisant. Allez au-delà des attentes. La présentatrice Oprah Winfrey est réputée pour dépasser de façon spectaculaire les attentes de ses spectateurs et téléspectateurs, en faisant preuve d'une générosité et d'une capacité à vivre et à travailler hors du commun. Vous souvenez-vous du lancement de la 19e saison de son émission en septembre 2004 ? Dès qu'Oprah s'implique dans quelque chose, on sait que ça ne passera pas inaperçu. Mais ce jour-là, elle a époustouflé tout le monde. Ce lancement a fait la une des médias et des conversations du pays tout entier pendant des jours et des jours. Revenons en arrière. Les membres du public sélectionnés ce jour-là l'avaient été car leurs amis et leurs familles avaient expliqué qu'ils avaient désespérément besoin d'une nouvelle voiture. Oprah a donc ouvert l'émission en appelant 11 personnes à la rejoindre sur le plateau, et elle a offert à chacune d'elles une Pontiac G6 2005. Mais ce n'est pas tout. Contre toute attente, elle a ensuite distribué un paquet cadeau à chacun des membres du public en expliquant que l'un de ces paquets contenait la clé de la 12e voiture. Mais quand les spectateurs ont ouvert leur paquet, ils y ont tous trouvé une clé. Oprah s'est alors écriée « Vous avez tous gagné une voiture, vous avez tous gagné une voiture !» Bien qu'il s'agisse sans doute de l'exemple le plus marquant, Oprah continue de dépasser nos attentes quasiment tous les jours. Lors de ses autres émissions, elle a réservé une surprise à une jeune fille de 20 ans qui avait passé son enfance et sa jeunesse entre foyer d'adoption et refuge pour les sans-abri. Elle lui a offert une bourse universitaire de 4 ans, un relooking et 10 000 $ de vêtements. Oprah a également offert à une famille de 8 enfants sur le point de se faire exproprier 130 000 $ pour payer et réparer son logement. Vous pourriez dire, oui, bien sûr, Oprah peut se permettre ce genre de choses. Mais en vérité, il existe des tas de gens qui se trouvent dans la même position qu'Oprah en termes de richesse et de notoriété qui pourraient tout aussi bien l'imiter, mais qui ne se risquent jamais à des choses aussi extraordinaires. C'est ce qui différencie Oprah des autres. Tirez parti de son exemple, vous pouvez en faire plus que ce que l'on attend de vous dans tous les domaines de votre vie. Le jour où j'ai demandé ma femme Georgia en mariage, j'aurais pu faire ce que l'on attendait de moi et aller voir son père pour lui demander la main de sa fille.
Au lieu de quoi, j'ai décidé d'honorer son père en préparant ma demande en portugais. C'est la sœur de Georgia qui me l'a traduite. Il comprenait suffisamment bien l'anglais sans toutefois être complètement à l'aise dans cette langue. Sur tout le trajet entre Los Angeles et San Diego, j'ai répété ces mots dans ma tête. J'ai franchi le seuil de la maison, les bras chargés de fleurs et de présents, avant de demander au père de Georgia de nous rejoindre dans le salon et de lui faire ma demande. Par bonheur, il a accepté. Mais je ne me suis pas arrêté là. Sur le chemin du retour et les 2 jours suivants, j'ai téléphoné à chacun des 5 frères de Georgia pour leur demander leur bénédiction. Certains ont été faciles à convaincre, mais d'autres m'ont dit que j'allais devoir la mériter. Comme Georgia me l'a expliqué par la suite, l'un des aspects les plus inattendus de ma demande a été la façon dont j'ai honoré son père et appelé chacun de ses frères, ainsi que sa sœur, pour lui avoir demandé de m'apprendre le portugais. C'est ce qui en a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Et les résultats de cet effort supplémentaire ont porté leurs fruits de manière exponentielle. Stuart Johnson possède Vidéo Plus, LP, la société mère de Success. Stuart a mis en jeu des sommes considérables ainsi que sa réputation forgée au cours des 22 années de travail en décidant d'acquérir le magazine Success, Success.com et les autres propriétés de Success Media. Étant donné la crise économique en cours, et alors que le milieu de l'édition traversait une mauvaise passe, cette simple décision était déjà suffisamment audacieuse en elle-même. Mais Stuart ne s'en est pas tenu à cela. Alors que cette nouvelle entreprise cherchait encore à se faire une place, comprenez, elle fonctionnait à perte, et que la société mère connaissait elle-même quelques difficultés, comme le reste du monde, suite au tsunami financier de 2008-2009, Stuart a lancé une fondation à but non lucratif au profit des enfants. Puisqu'il s'était engagé à aider les gens à apprendre les principes fondamentaux du développement personnel, il tenait à s'assurer que les adolescents bénéficient d'un tel savoir. C'est pourquoi il a lancé la fondation Success. Il a ensuite consigné ces principes fondamentaux dans un livre intitulé Success for Teens, le succès pour les adolescents, livre qu'il distribue gratuitement à des associations et organisations caritatives partenaires pour aider les jeunes à se développer. C'est avec ces deniers personnels que Stuart a financé l'administration et la gestion de sa fondation Success, ainsi que la distribution de plus d'1 million de livres pendant la première année, avec l'aide de quelques bons amis. Aujourd'hui, ce nombre ne cesse de croître. Le lourd investissement de Stuart représentait déjà un risque suffisamment élevé, sans avoir en plus à financer une nouvelle fondation. Pourtant, cette contribution supplémentaire lui a permis de démontrer d'autant plus à de futurs associés potentiels, à la presse, à ses pairs et à son propre personnel, la force de son engagement. Il en a fait bien plus que ce que l'on attendait de lui, et cela voulait tout dire. Dans quel domaine de votre vie pouvez-vous en faire plus lorsque vous atteignez vos limites ? Comment pouvez-vous faire quelque chose de véritablement impressionnant ? Cela nécessite un peu d'effort, mais ce petit plus contribuera à multiplier vos résultats de manière exponentielle. Qu'il s'agisse de passer des appels de prospection, de servir vos clients, de reconnaître le travail de votre équipe, d'apprécier votre conjoint, d'aller courir, de faire de la musculation, de prévoir une sortie en amoureux, de passer du temps avec vos enfants ou quoi que ce soit, quel petit effort supplémentaire pouvez-vous fournir pour dépasser ce que l'on attend de vous et accélérer vos résultats ? Faites quelque chose d'inattendu. Je suis contradictoire par nature. Si vous me dites ce qui fait l'unanimité, ce que tout le monde aime et ce que tout le monde fait, je m'empresserai de faire le contraire. J'aime aller à contre-courant. Pour moi, ce qui est populaire est moyen et banal, et les choses banales donnent des résultats banals. Le restaurant le plus populaire est McDonald's, la boisson la plus populaire est Coca-Cola, la bière la plus populaire est Budweiser, etc. Consommez ces choses populaires et vous serez comme tout le monde, il n'y a rien de mal à être ordinaire. Sauf que moi, je préfère être extraordinaire. Par exemple, tout le monde envoie des cartes de vœux pour Noël, mais puisque tout le monde le fait, ça n'a pas vraiment d'impact émotionnel à mon avis. Alors je préfère envoyer des cartes pour Pâques. Vous recevez souvent une carte pour Pâques ? Et plutôt que d'envoyer des cartes standards pré-imprimées, j'écris mes vœux personnels à la main pour exprimer à quel point je suis reconnaissant d'avoir ce lien avec la personne en question.
et ce qu'elle représente pour moi. L'effort est le même, mais l'impact est tout autre. Richard Branson a forgé sa carrière sur l'inattendu. J'adore le voir s'embarquer dans de nouvelles entreprises, car chaque nouvelle manœuvre est plus audacieuse, plus effrayante et plus inattendue que la précédente. Qu'il fasse de la montgolfière autour du monde, ou qu'il conduise un tank sur la 5e avenue de New York pour présenter Virgin Cola aux États-Unis, Richard fait toujours dans l'inattendu. Il pourrait tout à fait se contenter de publier un communiqué ou de donner 1 ou 2 conférences de presse suivies d'une soirée chic, mais il préfère étonner les gens. Il dépense certainement tout autant, voire moins que les autres sociétés pour le lancement d'un produit, mais il le fait de manière inattendue. Ce côté spectaculaire fait qu'on le remarque et cela amplifie d'autant plus l'effet de ses efforts. La plupart du temps, ce petit effort supplémentaire ne nécessite pas beaucoup plus d'argent ou d'énergie. Quand j'étais agent immobilier, tous mes concurrents contactaient les propriétaires dont le bien figurait encore sur la liste des maisons invendues. Moi, je montais dans ma voiture et je me rendais jusque chez eux en leur tendant un panneau « Vendu ». Prenez-le, leur disais-je quand ils ouvraient la porte, vous en aurez besoin quand j'aurai vendu votre maison. Cela ne me revenait pas beaucoup plus cher qu'un plein d'essence, mais suffisait à décupler immédiatement mes chances d'obtenir ses clients. Récemment, l'un de mes amis avait postulé pour un poste très important. Il habite en Californie et le poste en question était à Boston. Suite aux sélections, il figurait parmi les 12 derniers candidats. L'employeur allait faire passer un entretien en personne aux candidats vivant déjà dans la région et interviewer les autres par vidéoconférence. Alex m'a appelé en me demandant si je savais modérer un appel en vidéoconférence sur Internet. « À quel point veux-tu décrocher ce poste ?» lui ai-je demandé. « C'est le job de mes rêves, » m'a dit Alex. « Ça fait 45 ans que je me prépare pour un poste comme celui-ci. »« Alors, prends l'avion et rends-toi en personne à l'entretien, » lui ai-je conseillé. « Pas la peine, ils feront venir les 3 derniers candidats retenus. »« Écoute, » lui ai-je dit, « si tu veux faire partie de ces 3 derniers candidats, tu devras te distinguer en faisant quelque chose d'inattendu. Prends l'avion sur le champ et va les voir en personne. Tu prouveras ainsi à quel point tu es motivé. Si je désire quelque chose, je m'assure de l'obtenir en déployant tous les moyens en ma possession. Je lance une campagne pas de quartier. J'ai donc conseillé à Alex de se démener en attaquant par tous les angles possibles et sans relâche. Enquête sur tous les décideurs, lui ai-je dit. Trouve leurs intérêts, leurs hobbies, les hobbies de leurs enfants, les hobbies de leurs femmes ou de leurs maris, les hobbies de leurs voisins, etc. Envoie-leur des livres, des articles, des cadeaux, et tout ce qui, à ton avis, est susceptible de leur plaire. Tu crois que c'est un peu trop ? Oui, justement. Ils comprendront bien que tu leur passes de la pommade, mais ils apprécieront ta jugeote et ta créativité. En tout cas, tu retiendras leur attention et ils ne t'en respecteront que davantage. Fais une liste de toutes les personnes qui travaillent dans la société. Soumets ensuite cette liste à tous les membres de ton réseau pour voir s'ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un dans cette société. Cherche tous les noms sur ta base de données LinkedIn. Trouve quelques personnes avec qui entrer en contact. Parle-leur et demande-leur de te recommander. Envoie-leur des cadeaux, des mots ou autres, et demande-leur de les livrer en main propre aux décideurs. Pendant ce temps, passe-leur des appels, envoie des emails, des fax, des textos, des tweets, utilise Facebook, etc. Tu trouves que c'est trop agressif ? Sans aucun doute. Mais d'expérience, je sais que, sur 5 personnes, tu en perdras peut-être une, mais tu t'attireras les faveurs des 4 autres. Alex n'a pas suivi mes conseils et n'a pas obtenu le poste. Il n'a même pas été retenu parmi les 3 derniers candidats. Je peux pourtant affirmer sans l'ombre d'un doute qu'il aurait fait un bien meilleur choix que la personne qui a été engagée. Mais Alex n'a pas su faire bonne impression, et cela lui a coûté le job de ses rêves. Je siège au conseil d'administration d'une société qui, il y a quelque temps, avait besoin de faire signer une loi par un député, afin de pouvoir mettre en œuvre un important projet. Le député en question ne voulait pas en entendre parler, pas parce qu'il était contre le projet, mais parce que ses opposants politiques étaient publiquement en faveur de cette question. Plutôt que d'essayer vainement de le faire changer d'avis, j'ai suggéré que l'on frappe plus haut que lui en s'adressant directement à son patron, c'est-à-dire sa femme.
Nous avons passé tout notre réseau au peigne fin jusqu'à ce que nous trouvions une personne qui soit amie avec l'épouse du député. Puis nous l'avons attendue à la sortie de la messe à laquelle elle assistait et avons demandé à son ami de nous présenter. Nous lui avons expliqué l'importance de notre cause, qui consistait à construire dans un quartier défavorisé un centre d'accueil après l'école qui changerait la vie de centaines d'enfants si son mari voulait bien nous soutenir. Inutile de préciser qu'il a signé le jeudi suivant et que la société a pu mettre en œuvre son projet. Notre monde est tellement saturé de propagande et d'informations qu'il faut parfois faire quelque chose d'inattendu pour se faire entendre. Si vous avez le hacker, une cause ou un idéal digne d'attention, faites tout ce qui est en votre pouvoir, même le plus inattendu, pour que l'on vous écoute. N'ayez pas peur d'ajouter un peu d'audace à votre répertoire. Faites plus que ce que l'on attend de vous. Invisible Children, une autre association caritative dont je suis membre du conseil d'administration, aide à sauver les enfants qui se font enlever au nord de l'Ouganda et en RDC pour être transformés en soldats. Pour faire connaître sa cause, l'association a organisé la tournée The Rescue, la délivrance, dans une centaine de villes des États-Unis. Plus de 800 000 jeunes ont campé jusqu'à ce que des membres influents de la communauté viennent les sauver et prêtent ainsi attention et soutien à l'association. Au bout de 4 jours, toutes les villes sauf une avaient été sauvées grâce à l'intervention des sénateurs Ted Kennedy et John Kerry, mais aussi de Val Kilmer, Kristen Bell et de nombreuses autres personnalités de 99 villes. Le dernier bastion à prendre était Chicago et la personnalité attendue était Oprah Winfrey. Au bout de 6 jours, Oprah n'était toujours pas là. Le 4e jour, les jeunes ont organisé un défilé tout autour de ses studios d'enregistrement. Le lendemain, ils ont monté un spectacle de chant et de danse qui a duré toute la journée et toute la nuit. Au 6e jour, dès 3h30 du matin, après avoir enduré des températures peu clémentes et avoir dormi sous la pluie, plus de 500 participants ont silencieusement encerclé les studios en brandissant des pancartes. Ce matin-là, Oprah est sortie des Harpo Studios, a parlé avec les fondateurs de l'organisation et a invité tout le groupe à participer à un enregistrement en direct de son émission devant plus de 20 millions de téléspectateurs. L'émission a tellement attiré l'attention sur Invisible Children que le présentateur Larry King en a parlé dans son émission, ainsi que 232 autres médias, touchant ainsi plus de 65 millions de personnes. Un projet de loi a été étudié au Congrès en vue de soutenir les efforts d'Invisible Children pour sauver ces enfants. L'association avait déjà réalisé un exploit en organisant sa tournée nationale, mais la jugeote et la persévérance supplémentaire dont ses membres ont fait preuve pour capturer cette dernière ville et susciter l'attention d'Oprah Winfrey ont permis à Invisible Children de se doter de sa plus ardente défenseuse à ce jour et de multiplier ses résultats. Déterminez ce que l'on attend de vous et faites-en encore plus. Même s'il s'agit de petites choses, ou peut-être surtout s'il s'agit de petites choses. Quel que soit le code vestimentaire d'une soirée à laquelle je dois me rendre, par exemple, je choisis toujours d'en faire un peu trop. Si je ne suis pas sûr, je préfère me tromper, en étant trop bien habillé pour l'occasion que pas assez. C'est simple, je sais, mais c'est ainsi que je cherche à appliquer mon principe d'être et de faire toujours mieux que ce que l'on attend de moi. Lorsque je rédige une intervention pour de grandes sociétés, je consacre énormément de temps à la préparation. Je mène des recherches sur les entreprises, sur leurs produits, leur marché et ce qu'elles attendent de moi au cours de cette intervention. Mon objectif est de toujours dépasser leurs attentes, et c'est par une préparation sérieuse que j'y parviens. Progressivement, fournir plus que ce que l'on attend de vous fait partie intégrante de votre réputation. Cette même réputation d'excellence contribue à multiplier vos résultats sur le marché. Il m'est arrivé de travailler avec un PDG qui avait pour philosophie de payer tout le monde, y compris ses fournisseurs, avec quelques jours d'avance. J'étais toujours abasourdi de recevoir un chèque le 27 du mois pour le mois suivant. Quand je lui en ai parlé, il m'a répondu « L'argent est le même, mais l'effet de surprise et la bonne volonté qu'il crée sont inquantifiables. Alors, pourquoi s'en priver ?» C'est l'une des raisons pour lesquelles j'admire autant Steve Jobs. De toutes les fabuleuses personnalités qui ont fait la couverture de Success, Jobs est l'une de mes préférées.
Quelles que soient vos attentes par rapport au prochain produit Apple, Jobs a toujours un petit ou un grand truc en plus pour vous ébahir. À l'échelle de l'univers, c'est bien peu de choses, mais c'est bien mieux que ce à quoi l'on s'attend et cela contribue à multiplier l'impression positive de sa clientèle qui lui reste fidèle. Dans un monde où la plupart des choses ne répondent pas à vos attentes, vous pouvez considérablement accélérer vos résultats et sortir du lot en faisant mieux que ce que l'on attend de vous. J'aime l'audace des propos du pasteur Robert Schuller lors de son interview pour Success. Pour moi, une idée n'est pas valable si elle ne commence pas par « super ». C'est également le principe du grand magasin Nordstrom. En matière de service client, Nordstrom cherche toujours à mieux faire. En effet, le magasin a pour politique de remplacer n'importe quel article, et ce, sans ticket de caisse, même s'il a été acheté il y a plus d'1 an et dans un autre magasin. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est en dépassant les attentes qu'ils s'attirent la confiance et la fidélité de leurs clients. Ils se sont ainsi forgé une extraordinaire réputation qui continue d'attirer l'attention. La preuve, je vous en parle en ce moment même. Le principe de la multiplication n'a de cesse de fructifier. Je vous propose d'appliquer ces philosophies à votre vie. Adoptez-les au quotidien dans vos habitudes, votre discipline et vos activités routinières. Consacrez un tout petit peu plus de temps, d'énergie ou de réflexion à vos efforts ne se bornera pas à améliorer vos résultats, cela les multipliera. Il en faut très peu pour être extraordinaire. Dans tous les aspects de votre vie, cherchez les opportunités qui vous permettront de multiplier les résultats et d'aller un peu plus loin, de vous pousser un peu plus, de durer un peu plus longtemps, de vous préparer un peu mieux et d'en donner davantage. Dans quel domaine pouvez-vous faire mieux et plus que ce que l'on attend de vous ? Faire quelque chose d'inattendu ? Trouvez des occasions de surprendre et vos résultats se multiplieront dans des proportions et à une vitesse qui vous épateront, vous, mais aussi tous les autres. Laissez les faits cumulés se mettre à l'œuvre. Résumé des mesures à prendre. À quelles occasions êtes-vous confronté à vos moments de vérité ? Quand vous passez des appels de prospection, quand vous vous entraînez, quand vous communiquez avec votre conjoint ou vos enfants ? Identifiez ces moments afin de savoir quand vous devez vous pousser pour mieux aller de l'avant et ainsi vous distinguer par rapport aux autres et à vous-même. Trouvez 3 domaines de votre vie où vous pourriez en faire un peu plus. Exercice de musculation, appel, reconnaissance, gratitude, etc. Identifiez 3 domaines de votre vie dans lesquels vous pourriez aller au-delà de ce que l'on attend de vous. À quelles occasions et comment pourriez-vous faire sensation ? Identifiez 3 façons de faire quelque chose d'inattendu. Dans quel domaine pourriez-vous vous différencier de ce qui est banal, normal ou prévisible ?